cet été, peut-être au mois d'août, je sais plus exactement. Mais voilà, j'ai pas eu trop le temps et j'avais pas trop d'idées de livres. Enfin si, j'ai des idées potentiellement, mais j'avais rien de particulier. D'ailleurs, que je vous le dise maintenant, si les vidéos vous plaisent, vous pouvez liker, commenter, ça fait extrêmement plaisir. J'avoue que personnellement, je lis tous les commentaires et j'y réponds. Donc voilà, vous pouvez aussi vous abonner, ça aussi c'est quand même plutôt cool. Et si vous appréciez, si vous voulez pas manquer, activer la cloche, tout ça. Donc le livre que je vais vous lire ce soir, enfin pas entièrement évidemment, mais je vais en lire une partie, c'est L'Attrape-Cœur de J.T. Salinger. Donc L'Attrape-Cœur de J.T. Salinger, c'est un livre qui est sorti dans les années 50, qui est relativement connu. C'est considéré comme un monument de la littérature anglo-saxonne. L'auteur J.T. Salinger, qui est, je crois que c'est John David Salinger, qui est né en 1919 et qui est décédé en 2010, a une vie assez particulière en fait. Et donc L'Attrape-Cœur, c'est un roman, un court roman, pour le coup c'est vraiment pas long, qui est beaucoup lu, je pense, à partir de la fin du collège et début du lycée. C'est un roman d'initiation. C'est l'histoire d'un jeune qui fugue et enfin voilà, il lui arrive pas mal de choses. Il y a un langage qui est assez adolescent, assez naturel pour les adolescents. D'un point de vue stylistique, c'est bien écrit. C'est relativement moderne dans la façon dont le narrateur s'exprime. Et voilà, enfin, personnellement, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est plein de... Il y a une sorte de naïveté et en même temps d'impétuosité dans ce que propose J.T. Salinger. C'est beau, ça rappelle son adolescence, ça rappelle la folie qu'on peut avoir, l'envie de partir, de faire plein de choses, de découvrir et de vivre en fait, dans des moments où on est encore sous la coupe de nos parents, de l'institution et tout. Et en fait c'est ça, c'est une sorte de moment de liberté. Et je trouve que J.T. Salinger a superbement bien illustré tout ça dans ce livre. Pour faire un peu court sur la vie de J.T. Salinger, donc il est né en 1919 aux États-Unis. Son père était vendeur de fromage cachère, enfin son père était juif et sa mère était catholique. Il vivait à New York, il allait à l'école dans l'Upper West Side et c'était un élève moyen en fait, il était pas spécialement bon, il a même été je crois, enfin je suis même sûr, il a été viré en fait de son école pour faute de mauvais résultats. Il préférait faire pas mal de choses à côté, il participait c'était le responsable du club d'escrime, le journal de l'école, il s'en occupait, il s'occupait également des cours de théâtre. Et donc il a été viré de l'école. Et il est allé ensuite dans une école militaire, qui était quelque chose d'un peu dur apparemment. Et donc voilà, enfin, J.T. Salinger a eu une vie où il a pas mal voyagé. Son père voulait qu'il apprenne les langues et tout. Et en fait, donc il a commencé à écrire à partir des années 40, donc il avait un peu plus de 20 ans. Il a sorti L'Attrape-Cœur en 1951, je crois, donc à 32 ans. Et en fait, très rapidement, il a sorti quelques nouvelles aussi qui étaient parues auparavant et après L'Attrape-Cœur dans des petits mensuels sous forme de feuilleton. Et en fait, rapidement, il a plus voulu de la notoriété. Ce livre a été un énorme succès et en fait, il n'a pas supporté tout le bruit, tout ce qu'il pouvait y avoir autour, comme sollicitation des journaux, sollicitation des éditeurs. Et en fait, il s'est isolé. Il est parti habiter dans le New Hampshire et il s'est isolé jusqu'à la fin de sa vie. À partir des années 60, il a pu donner d'interviews, il a pu rien écrire. Enfin si, en fait, apparemment il a continué d'écrire, mais il n'a jamais rien publié. Et en fait, il a passé 50 ans de sa vie, les 50 dernières années de sa vie,
isolé dans sa maison, sans parler aux médias, sans publier quoi que ce soit, en refusant toutes les sollicitations extérieures. En fait, il a vraiment eu du mal avec ça, il s'est isolé totalement jusqu'à la fin. Et il y avait pas mal d'histoires parce qu'il a eu un fils qui est devenu acteur et qui lui en voulait pas du tout en fait pour tout ça. Et sa fille par contre l'a mal vécu d'être isolé, un peu de force en fait. Il a offert à tous les adolescents du monde à travers l'attrape-cœur l'image de l'adolescence parfaite avec de la liberté et tout. Et en fait ce qu'il a offert à ses enfants, malheureusement et tristement, c'est l'exact opposé, l'isolement, l'ostracisation, et sa fille l'a très mal supporté et je crois qu'elle lui a intenté un procès à un moment. Enfin c'est un truc un petit peu compliqué et puis après ça reste des histoires intimes, enfin je veux dire ça concerne pas le lecteur. Mais enfin c'est assez marrant qu'une personne qui ait fait un tel ouvrage sur la liberté, sur l'exaltation de l'adolescence, sur la découverte, sur l'ouverture aux autres, ait fini parce que peut-être trop sensible, peut-être trop touché par tout ce qu'il rencontrait dans la vie, a fini par s'isoler totalement et emporter avec lui en fait sa famille. Alors il les empêchait pas de vivre non plus, enfin ils allaient à l'école, ils étaient sociabilisés, mais lui qui restait chez lui, allait potentiellement en ville et tout, mais il habitait dans une petite bourgade du New Hampshire et refusait tout, il voulait plus exister aux yeux du public. Et donc je vais vous lire quelques pages, et alors attention s'il y a des puristes du texte, étant donné que cette chaîne est une chaîne tout public, aucune discrimination, je vais censurer en lisant en fait les gros mots, parce que étant donné que c'est un ado, il peut y arriver qu'il y ait quelques gros mots, donc je vais les censurer. Ne m'en voulez pas, c'est pas contre vous, et concrètement ça va pas enlever grand chose à l'attrait du texte. Il l'a dédié à sa maman, et ça c'est extrêmement mignon. Qu'on soit bien ou qu'on soit pas bien avec sa maman, une maman ça reste une maman. Nous passons donc au chapitre 1. Chapitre 1. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis né et à quoi ça ressemblait mon enfance et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir et toutes ces bêtises à la David Copperfield. Mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Primo, ce genre de truc ça me rase, et secondo, mes parents ils auraient chacun une attaque ou même deux chacun si je me mettais à baratiner sur leur compte quelque chose d'un peu personnel. Pour ça, ils sont susceptibles, spécialement mon père. Autrement, il serait plutôt sympa et tout, d'accord, mais ils sont aussi fichument susceptibles. Et puis je vais pas vous défiler ma complète autobiographie, je veux dire, vous raconter ce truc dingue qui m'est arrivé l'année dernière vers la Noël, avant que je sois pas mal esquinté et obligé de venir ici pour me retaper. Même à DP, j'en ai pas dit plus, pourtant c'est mon frère et tout, il est à Hollywood, c'est pas trop loin de cette foutue baraque et il vient me voir pratiquement chaque dimanche. C'est lui qui va me ramener chez nous quand je sortirai d'ici, peut-être le mois prochain, maintenant qu'il a une Jaguar, une de ces petites merveilles anglaises qui font du 300 à l'heure, et qui lui a sûrement coûté pas loin de 3 briques. Il est plein aux as à présent, ça le change. Avant, quand il était à la maison, c'était rien qu'un vrai écrivain. Il a écrit des nouvelles, ce bouquin terrible, La vie cachée d'un poisson rouge. D'un poisson rouge, pas d'un poinçon. Au cas où vous ne sauriez pas, l'histoire la meilleure, justement, c'était La vie cachée d'un poisson rouge. Il était question d'un petit gosse qui voulait laisser personne regarder son poisson rouge parce qu'il l'avait acheté tout seul, avec ses sous. Ça m'a tué. Maintenant, TP, il est à Hollywood. S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est bien le cinéma, surtout qu'on ne m'en parle jamais. Là où je veux commencer, c'est à mon dernier jour avant de quitter Pensy Prep. Pensy Prep est ce collège à Hatcherson, Pennsylvanie. Vous devez connaître. En tout cas, vous avez sûrement vu les placards publicitaires. Il y en a un bon millier de magazines. Et puis toujours ça montre un type extra sur un pur sang qui saute une haie. Comme si tout ce qu'on faisait à Pensy c'était de jouer au polo. Moi, dans le secteur, j'ai même jamais vu un canasson. Et en dessous de l'image du type à cheval, il y a toujours écrit « Depuis 1888, nous travaillons à forger de splendides jeunes hommes à l'esprit ouvert. » Tu parles. Ils forgent pas plus à Pensy que dans n'importe quelle autre école. Et j'y ai jamais connu personne qui soit splendide, l'esprit ouvert et tout. Peut-être 2 gars. Et encore, c'est probable qu'ils étaient déjà comme ça en arrivant. Bon,
le samedi du match de foot contre Saxon Hall. Le match contre Saxon Hall, c'était censé être un truc de première importance. Le dernier match de l'année, on était aussi censé se blesser ou quelque chose comme ça si notre cher collège était battu. Je me souviens que vers 3 heures, ce foutu après-midi, j'étais allé me percher en haut de Thompson Hill, juste à côté du vieux canon pourri qu'avait fait la guerre d'indépendance et tout. De là, on voyait le terrain en entier et on voyait les deux équipes qui se bagarraient dans tous les sens. On voyait pas fameusement la tribune, mais on pouvait entendre les hurlements. Côté Pensy, un bruit énorme et terrible puisque pratiquement toutes les colis y étaient sauf moi. Et côté Saxon Hall, rien qu'une rumeur faiblarde et asthmatique. Parce que l'équipe visiteuse, c'était pas de l'habitude qu'elle trimballe avec elle des masses de supporters. Au foot, les filles étaient plutôt rares, seulement les seniors avaient le droit d'en amener. Y a pas à dire, Pensy est une sale boîte. Moi j'aime bien être quelque part où on peut au moins voir de temps en temps 2 ou 3 filles, même si elles se font que gratter le bras ou se moucher ou juste ricaner bêtement ou quoi. La môme Selma Turmer, c'est la fille du directeur. Elle venait souvent au match, mais elle n'a pas exactement le genre à vous rendre foothésia. Une brave fille, remarquez. Une fois, dans le bus d'Hagerstone, je me suis assis à côté d'elle et on a comme qui dirait engagé la conversation. Je l'aime bien, elle a un grand nez, les ongles rongés jusqu'au sang et elle se met un de ses foutus soutiens-gorge tellement rembourrés qu'on voit plus que ça. Mais on aurait plutôt envie de la plaindre. Moi ce qui me bottait c'est qu'elle vous faisait pas du tout un plat de son grand homme de père. Probable qu'elle savait qu'en vrai c'était un sacré plouc. Si je me trouvais en haut de Thompson Hill au lieu d'être en bas à regarder le match, c'est pour la raison que je venais de rentrer de New York avec l'équipe d'escrime. Le foutu manager de l'équipe d'escrime, ben c'était moi. Ne m'en parlez pas. Le matin, on était allé à New York pour la rencontre avec le collège McBurney. Mais il n'y en avait pas eu de rencontre. J'avais laissé l'équipement, les fleurets et tout dans le métro. C'était pas totalement ma faute. J'étais toujours debout à regarder le plan pour savoir quand faudrait redescendre. Donc on était rentré à Pensy vers 2h30 alors qu'on devait rentrer pour le dîner. Et pendant tout le voyage du retour, les autres de l'équipe m'avaient fait la tête. En un sens, c'était plutôt marrant. L'autre raison que j'avais de ne pas être au match, c'est que je m'en allais dire au revoir au père Spencer, mon professeur d'histoire. Il avait la grippe et tout, alors je pensais bien qu'on se reverrait pas avant le début des vacances de Noël, mais il m'avait écrit un petit mot pour me demander de passer chez lui avant de partir. Il savait que je reviendrais pas à Pensy. J'ai oublié de vous dire que j'étais renvoyé. J'étais pas supposé revenir après les vacances de Noël pour la raison que j'avais foiré en 4 matières et pour le manque d'application et tout. On m'avait souvent averti, en particulier chaque demi-trimestre, quand mes parents venaient voir le père Turmer, qu'il était grand temps qu'il fallait que je m'applique, mais j'en tenais pas compte. Alors on m'a flanqué dehors. À Pensy, on met très souvent des types à la porte. Pensy a une fichue réputation question-études, sans rire. Bref, on était en décembre et tout, un jour drôlement frisqué à Cailler sur place, spécialement en haut de cette foutue colline. J'avais seulement mon appert et pas de gants ni rien. La semaine d'avant, quelqu'un m'avait piqué mon manteau en poil de chameau, dans ma piole avec mes gants fourrés qui étaient dans la poche. Pensy, c'est rempli de gangsters. Il y a un tas de types qui viennent de familles africaines, mais quand même c'est rempli de gangsters. Plus une école coûte cher, et plus il y en a qui fauchent, sans blague. Bon, j'étais toujours là auprès de ce canon de malheur à regarder le match et à me geler les fesses. Sauf que le match m'intéressait pas trop. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt de bien me pénétrer l'idée que je faisais des adieux. Il y a eu d'autres collèges, d'autres endroits. Quand je les ai quittés, je les ai pas vraiment sentis. Je déteste ça. L'adieu, je veux bien qu'il soit triste ou pas réussi, mais au moins je veux savoir que je m'en vais. Sinon, c'est encore pire. J'ai eu de la chance. Tout d'un coup, j'ai pensé à quelque chose qui m'a aidé à vraiment sentir que je m'en allais. D'un coup, je me suis rappelé cette fois-là, vers octobre, lorsque Robert Tischner et moi, et Paul Campbell, on se faisait des passes de foot devant le bâtiment des profs. Sympa, les gars, surtout Tischner. C'était juste avant le dîner et la nuit tombait. Mais quand même, on continuait, ça devenait de plus en plus noir et on pouvait presque plus voir le ballon, mais on était obligé de pas s'arrêter. Finalement, on a été obligé. Ce prof, monsieur Sambesi, qui enseignait la biologie, il s'est pointé à la fenêtre et il nous a dit de rentrer au dortoir et de nous préparer pour le dîner. Bon, si je mets à penser à des trucs de ce genre, je peux me fabriquer un adieu quand j'en ai besoin. Du moins la plupart du temps je peux. Alors cette fois, dès que je l'ai eu, mon adieu, j'ai tourné le dos au terrain de foot et j'ai descendu la colline en courant. De l'autre côté, vers la maison du père Spencer. Il habitait pas sur le campus, il habitait dans Anthony Wayne Avenue.
temps à lire en fait, parce que c'est tellement verbalisé, oralisé, que ça change des structures classiques à lire. Alors, quand on lit du Proust concrètement, c'est tarabiscoté, mais ça reste facile à lire. À l'oral, là, il y a pas mal de tics de langage et tout. Donc je bloque un peu des fois et j'en suis désolé. Je continue. J'ai couru tout le chemin jusqu'à la grille et là je me suis arrêté une seconde pour reprendre ma respiration. J'ai pas de souffle, si vous voulez savoir. Il y a déjà que je fume trop, enfin que je fumais trop parce que maintenant on m'a interdit. Et puis que l'année dernière j'ai grandi de 16 cm. C'est comme ça que j'ai attrapé des bécas et qu'on m'a envoyé ici pour ces foutus contrôles radio et tout. Alors j'ai plutôt costaud remarqué. Bon, lorsque j'ai eu retrouvé mon souffle, j'ai traversé la route 204. C'était vachement gelé et j'ai bien failli me ramasser une gamelle. Je sais même pas pourquoi je courais, j'avais envie de courir, j'imagine. Une fois la route traversée, ça m'a fait une drôle d'impression, comme si j'étais en train de disparaître. C'était un de ces après-midi vraiment dingues avec un froid terrible et pas de soleil ni rien qui vous donne toujours l'impression qu'à chaque fois qu'on traverse une route, on est en train de disparaître. Les phrases sont longues, ouais. Waouh! Quand je suis arrivé chez le père Spencer, j'ai appuyé presto sur la sonnette. J'étais vraiment frigorifié. Mes oreilles me faisaient mal et je pouvais à peine remuer les doigts et je disais presque tout haut, vite, vite, ouvrez l'as de porte. Finalement, monsieur Spencer l'a ouverte sa porte. Les Spencer, ils sont pas de domestiques ni rien. C'est toujours eux qui viennent ouvrir, ils sont pas des rupins. Mrs. Spencer a dit Holden, quelle bonne surprise, entrez mon petit, vous devez être complètement gelé. Elle avait l'air contente de me voir, elle m'aimait bien, enfin je crois. Waouh, j'ai pas traîné pour me mettre au chaud, j'ai dit comment allez-vous, Mrs. Spencer? Comment va Mr. Spencer? Elle a dit donnez-moi votre vêtement. Elle m'avait pas entendu demander comment allait Mr. Spencer, elle est un peu sourdingue. Elle a accroché mon appert dans la penderie du vestibule et je me suis passé la main dans les cheveux. Le plus souvent mes cheveux je les fais couper en brosse, alors j'ai pas tellement besoin de me peigner. J'ai répété comment ça va Mrs. Spencer, mais plus fort pour que cette fois elle m'entende. Moi ça va Holden. Elle a refermé la porte de la penderie. Et vous mon petit, comment ça va? À sa façon de poser la question, j'ai su tout de suite que le père Spencer lui avait dit que j'étais renvoyé. J'ai dit très bien. Comment va Mr. Spencer? C'est pas fini sa grippe. Fini. Holden, il se comporte comme un parfait. Je ne sais quoi, il est dans sa chambre. Vous pouvez entrer. Voilà, c'est la fin du premier chapitre. Alors au moment où je tourne cette vidéo, je dois avouer qu'il y a pas mal de bruit en fait. Il y a des gens qui doivent déménager ou je sais pas quoi, c'est relativement peu agréable, ça arrête pas de couper. Donc j'espère que ce sera pas trop bruyant pour vous et trop désagréable. Enfin voilà, donc c'était le premier chapitre de l'attrape-cœur de J.T. Salinger. Et pour le coup ça faisait quand même pas mal de temps que je l'avais pas lu. Je me rappelais pas que c'était autant oralisé en termes d'écriture. Et c'est vrai que en fait je retombe dedans et je comprends que ce soit un livre monument parce que après il faut aussi resituer, c'est sorti dans les années 50. On parle pas de quelque chose qui serait récent ou c'est sorti dans les années 50. C'était une façon de d'écrire qui était différente, d'une époque différente. Mais ça n'empêche pas que ce soit intemporel en termes de lecture. Enfin je veux dire, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans maintenant, waouh. Les gens avaient aussi une adolescence, avaient aussi des envies de rébellion, des envies de liberté, de découverte. Ce que vous ressentez aujourd'hui, des gens l'ont ressenti avant vous, et des gens le ressentiront après en fait. Et quelque part c'est aussi un rappel sur le fait que on est des hommes, on a tous notre individualité, mais malgré tout on grandit tous dans des sociétés qui font qu'il y a une sorte de chemin tracé, une sorte de trame à laquelle on doit adhérer ou pas, à laquelle on peut adhérer. Il n'y a pas d'obligation, on peut suivre un peu son chemin, on peut être un peu en marge, on peut marcher à côté ou marcher bien au milieu. Mais en fait, malgré tout, il y a une direction qui est donnée à nos vies. Et des fois, on s'en écarte parce qu'on a besoin de voir ce qu'il y a à côté et on peut y revenir ou ne
c'est aussi de se faire confiance et de s'écouter, de pas réprimer toutes les envies qu'on peut avoir. Bien sûr, attention, je parle pas de toutes les envies tout ce qui va faire du mal aux autres, tout ce qui va être une mise en danger totale. Évidemment que non, il faut pas le faire. Enfin, c'est un petit rappel basique, mais des fois c'est utile. Et donc voilà, en fait, ce livre, c'est aussi ça. C'est un rappel que tout est possible. Je vais pas vous dire que tout est toujours beau, tout est toujours bien, mais juste tout est possible. Si on est respectueux, si on est honnête, si on est correct, on peut essayer des choses. Et essayer des choses, ça peut louper, mais ça peut aussi réussir et on apprendra toujours quelque chose. Et c'est ça en fait les romans d'initiation. C'est partir de quelque part, arriver ailleurs, pas forcément beaucoup plus loin, mais en ayant appris quelque chose. Donc voilà, j'espère que ce livre de J.T. Salinger vous aura plu. Je vous invite à potentiellement l'acheter si ça vous intéresse. C'est un petit poche qui doit faire une centaine de pages, enfin 130 pages, et c'est pas excessif niveau prix, et ça se trouve surtout dans toutes les bibliothèques. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller dans les bibliothèques, prenez des livres, c'est toujours agréable, et quels que soient les livres, des mangas, des BD, des romans graphiques, des romans classiques, de la science-fiction, de la littérature la littérature blanche, on appelle en fait les livres classiques. Mais faites-vous plaisir, lisez, découvrez, et c'est toujours en fait une aventure, quel que soit le livre que vous prendrez. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi ça me fait plaisir d'être là et de vous lire un livre. Si vous appréciez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, commenter, ça fait plaisir. Et puis je vous embrasse et je vous souhaite de passer une bonne